Maryse, alors Brice Lalonde, vous êtes plutôt pas défaitiste du tout, hein, vous continuez à être un fervent défenseur de la cause écologique, mais vous, pour autant, vous êtes un peu, je dirais, sans illusion. Dans votre livre, vous dites que les scientifiques ont fait leur travail, pas les politiques. Alors moi, un peu comme question de béotienne, on ne voit que des politiques, 147 chefs d'État et de gouvernement. Qu'est-ce qui laisse penser que la solution sera politique? Alors, ce que disait Valérie, c'est parfaitement vrai. Le phénomène nouveau, c'est que tous les chefs d'État maintenant sont au courant que le climat est en train de changer et qu'il faut faire quelque chose. Alors ça, c'est déjà formidable, parce que jusqu'à présent... Non, pas du tout. Pas du tout. On se souvient du discours de Jacques Chirac qui disait « La maison brûle et on regarde ailleurs oui, ». C'était il y a 13 ans déjà. Il a regardé ailleurs après. Bon, donc, si vous voulez, c'est ça la difficulté. Et c'était, disons, un sommet un peu général, quoi. C'était pas sur le climat. Et pour l'instant, les négociations, c'est l'erreur que l'on fait, c'est qu'on va tout attendre d'une conférence. La conférence, si elle échoue, ce ne sera pas la fin du monde, parce qu'après, il y aura la 22, la 23, la 24. Et par ailleurs, si elle réussit, ce ne sera pas non plus le salut du monde. Ça sera un pas très important, parce que pour l'instant, c'est le seul endroit où la communauté internationale discute ou parle du changement climatique. Mais il faudrait que ce soit partout. Et d'abord dans l'économie mondiale. Il faut que toutes les entreprises, toutes les collectivités locales s'engagent dans la lutte contre le changement climatique. Il faudrait quelque chose qui n'existe pas dans ces négociations. Un plan mondial. Or, pour l'instant, il n'y a pas de plan mondial. Il y a 195 États qui disent « moi je vais faire ça, moi je vais faire ça ». C'est toujours la même question. Comment peut-il y avoir un plan mondial quand on a 195 États qui ont des richesses différentes, des objectifs différents, des populations par leur nombre totalement différentes? Eh bien, c'est le miracle de la politique. C'est pour ça qu'on a besoin de chefs d'État qui est une vision. Et on a besoin du Nelson Mandela du climat. On n'a pas ça pour l'instant. Alors c'est vrai que le président Hollande a pris les choses en main. C'est vrai que la France, le Quai d'Orsay, Fabius, formidable. On n'a jamais vu ça à ce point-là. Donc ça c'est formidable. Mais ça ne suffit pas, si vous voulez. Parce que c'est un peu ironique quand même. Non, pas du tout. Parce que ces grandes conférences mondiales accouchent d'une souris. C'est tout ce qu'elles peuvent faire. C'est tout ce qu'elles peuvent faire parce qu'il y a 195 États à la table de négociation, mais il n'y a pas l'humanité. Il n'y a pas les générations futures. Elles ne sont pas invitées. La planète n'est pas invitée. Néanmoins, vous ne pensez pas qu'elles soient inutiles, ces conférences? Elles sont en effet utiles parce qu'il n'y a que ça. Et elles avancent régulièrement quand même. Il y a toujours des petits progrès. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que le monde réel, celui qui provoque le changement climatique et celui qui peut combattre le changement climatique, il est en dehors de la négociation. C'est lui qui nous regarde en ce moment. Exactement. Donc les choses, elles bougent quand même. Et à propos de Copenhague, non pas la conférence, mais vraiment la ville, on sait que le Danemark est en train de s'approcher du zéro émission de gaz à effet de serre. Valérie Masson-Delmotte, c'est possible. Donc pourquoi c'est plus possible au Danemark que ça ne l'est en France, par exemple? En fait, c'est possible partout. C'est-à-dire qu'à la fois dans tous les pays, quel que soit notre niveau de développement, nous sommes vulnérables par rapport à un changement climatique non maîtrisé. Et dans tous les pays, dans tous les secteurs d'activité, on a des leviers d'action. Donc les scientifiques ont fait leur travail pour à la fois diagnostiquer les problèmes, mais aussi pour diagnostiquer les solutions et les solutions à mettre en place. La question, c'est pourquoi. Soyons plus concrets. Qu'est-ce qu'il y a à Copenhague? Comment la ville fonctionne pour qu'il y ait zéro émission de gaz à effet de serre? Juste qu'on fasse une comparaison avec une grande ville comme Paris. Il y a une prise de conscience, suite à la conférence de Copenhague d'ailleurs en 2009, de tous les acteurs, les citoyens, les élus et les industriels. Donc et avec l'idée d'analyser dans le secteur du bâtiment, dans le secteur des transports, dans le secteur de la production d'énergie, dans le secteur de l'alimentation, agir à chaque fois de manière à actionner tous ces leviers et faire en sorte que, mois après mois, année après année, on construise en fait une société sobre en carbone, mais à la fois un développement économique et une création d'emplois, parce que ce sont ces enjeux-là qui sont devant nous. Évidemment. Alors, un politique, un ministre entre 1988 et 1992, gouvernement Rocard et Cresson. Oui. Est-ce que vous vous êtes senti empêché à l'époque? Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, il y a déjà presque 30 ans, à peine 27 ans, vous n'avez pas pu faire bouger les choses à ce moment-là, vous qui étiez déjà tellement sensibilisé à cette cause? Eh bien, détrompez-vous. En 1989, Michel Rocard et François Mitterrand se sont retrouvés à La Haye et ont lancé l'appel de La Haye qui a été signé par 40 pays. Et on a tous oublié. Que disait cet appel de La Haye? Il disait qu'il faut créer une autorité supranationale de l'atmosphère. Au moins 30 ans d'avance, Michel Rocard.
Et donc, rassurez-vous, beaucoup de choses ont été faites. Alors simplement, c'était 3 ans avant la négociation de la Convention climat de 92. Alors donc, ensuite, on s'est rangé à cette Convention climat. Mais en réalité, ce gouvernement-là avait de l'avance. Et savez-vous que c'est un Français qui s'appelait Jean Ripert qui a négocié la Grande Convention. Et à l'époque, cette Convention sur le climat, il n'a fallu qu'1 an et demi pour la négocier. C'est extraordinaire quand on y pense aujourd'hui. À l'époque, l'Union soviétique s'était écroulée, tout semblait facile, et les 3 grandes conventions mondiales qui sont si difficiles aujourd'hui à faire appliquer, les animaux et les plantes, la biodiversité comme on l'appelle, le climat et la désertification ont été signées à ce moment-là. Alors maintenant, comment fait-on? Et ce qui nous manque, c'est quelque chose de planétaire. Prenons un exemple. Le charbon, voilà l'ennemi numéro 1 à l'échelle mondiale. C'est le plus grand pollueur, et en plus en Chine aussi. Il faudrait se passer du charbon. Donc il faudrait qu'il y ait une espèce de stratégie mondiale pour aider les pays qui ont commandé des centrales à charbon à se passer de charbon et à passer au gaz naturel. Qui se passe du charbon dans le monde? Valérie Masson-Delmotte, quel pays se passe du charbon? Il y a un certain nombre de pays européens qui sont sortis depuis les années 1970 de la production d'électricité à base de charbon, avec des exemples contrastés aussi. La France, le Royaume-Uni, la Suède par exemple, pour donner 3 exemples. Justin Trudeau, le plus jeune. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le protocole de Kyoto, il imposait, entre guillemets, aux pays industrialisés de baisser de 5% leurs émissions de gaz à effet de serre en 2012, maintenant 2020, par rapport à 1990. Alors les pays qui n'en sont pas sortis, en particulier dans l'Union européenne, ont largement atteint ces objectifs. C'est de l'ordre de 20% de moins. Par contre, beaucoup de pays en sont sortis ou ne l'ont pas ratifié. Les États-Unis, le Canada, le Japon, ou l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Il faut savoir que même au sein de l'Union européenne, en fait, il y a des bons et des mauvais élèves. La France fait partie des plutôt bons élèves, alors que l'Espagne, par exemple, a totalement explosé ses ambitions, puisqu'elle a augmenté ses émissions de CO2 de 40 ou 50%. Alors après, j'imagine qu'il y a des contextes politiques, économiques, peut-être que l'Espagne, par exemple, c'est pas la priorité de lutter contre le réchauffement climatique. Et puis aux États-Unis, on l'a dit, hein, ils ont un souci d'organisation politique qui fait qu'on ne s'engage pas sur un traité parce que le Congrès risque de vous retoquer et donc d'avoir un échec politique. Et donc les accords qui vont être pris là, les engagements qui vont être pris par les différents pays vont permettre, si ça n'est pas sous la forme d'un traité, de ne pas avoir à ratifier ça au niveau national et donc de pouvoir avoir un tout petit peu plus de liberté et de marge de manœuvre. Mais aux États-Unis, par exemple, il y a une élection présidentielle l'année prochaine et tout peut être remis en question par le prochain président américain ou la prochaine présidente. Et non pas le président chinois, néanmoins, que nous entendrons s'exprimer lui aussi tout à l'heure. Valérie Masson-Delmotte, vous êtes vice-présidente du GIEC, ce groupe d'experts sur le climat. Que prévoyez-vous, vous et vos camarades, si la hausse des températures n'est pas limitée à 2 degrés d'ici la fin du siècle? D'abord, je voudrais rappeler que ce choix de 2 degrés, cet objectif, c'est un choix politique. Les scientifiques explorent différents scénarios d'émissions futures de gaz à effet de serre, à la baisse, stable ou à la hausse, et en fonction de ces émissions de gaz à effet de serre, examinent quels seront les impacts pour l'évolution du climat et aussi pour les écosystèmes, pour les personnes, pour l'économie, pour le développement. Et un des constats assez clairs, c'est qu'avec simplement 0,85 degrés de réchauffement aujourd'hui, on voit déjà des impacts en termes d'événements extrêmes plus intenses, les vagues de chaleur, les pluies torrentielles, une montée du niveau des mers qui pose des problèmes pour le littoral, et plus le changement climatique sera important, plus on s'attend à des conséquences plus graves, plus généralisées, et parfois potentiellement irréversibles. Par exemple, le risque de perte de certains systèmes naturels, comme les récifs de coraux, qui apportent en fait des services pour les populations qui en dépendent. Voilà. Et donc, il y a une sorte de continuum. On ne peut pas identifier, nous, comme scientifiques, un seuil qui permet de se prémunir des conséquences graves du réchauffement climatique. Mais il est certain que plus il sera important, plus il sera rapide, on risque de dépasser les capacités d'adaptation. L'année 2014 est à ce... Je voudrais me corriger, à mon avis, un malentendu qui pourrait me conduire les gens à avoir des déconvenus. C'est le caractère légalement contraignant d'un accord. Oui. D'abord, il faudrait que vous vous rendiez compte qu'on sait déjà ce qui va sortir de la conférence, puisque tous les pays ont déjà mis sur la table ce qu'ils allaient faire. Donc la question n'est pas de savoir si ceci sera contraignant, c'est déjà sur la table. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui ne vont pas le faire, ou il y en a beaucoup qui disent je le fais uniquement si j'ai de l'argent, ou j'en fais une moitié, puis l'autre moitié si j'ai de l'argent, de l'aide, etc. Ce qui compte, c'est que c'est ce qu'on va faire ensemble.
les engagements des États ne seront pas légalement contraignants. C'est quasiment impossible à faire. D'abord, la plupart des chefs d'État ne seront plus là dans 20 ans. Ensuite, tout d'un coup, vous avez Fukushima, c'était pas prévu, boum. Vous avez tout d'un coup la découverte du gaz de schiste, c'était totalement imprévu, etc. C'est pas possible. Ce qui devrait être légalement contraignant, et la négociation va s'attacher à ça, c'est ce qu'on fait ensemble, et notamment, est-ce qu'on peut vérifier? Vraiment, on a vu la différence. Valérie Masson-Delmotte. Il a bien posé tous les enjeux. Nous voici arrivés au terme de cette cérémonie. Il a bien posé tous les enjeux et ce qui fera que cette conférence de Paris fera ou non un tournant. Et donc tous les points qui vont être des points durs dans la négociation qui va se dérouler dans les jours à venir. Brice Lalonde. Moi, je trouve que ça fait vraiment plaisir d'entendre nos dirigeants parler comme ça. Ça fait quoi 30 ans qu'on attend ça, quoi. Donc c'est bien. Alors maintenant, la difficulté, c'est ce sommet et la jonction entre le sommet et la négociation. Parce que le sommet, c'est 150 Ferrari, les chefs d'État, et la négo, c'est une 2 chevaux. Et donc voilà, il faut absolument que les chefs d'État ordonnent à leurs négociateurs d'avancer et de bouger. Et c'est ça le risque. Là, on va avoir 150 chefs d'État qui vont lire leurs papiers comme ça pendant 3 minutes. Comme vous le disiez tout à l'heure, qu'ils sont arrivés déjà avec leurs intentions préparées. Exactement. Ce qu'il faut, c'est un accord. C'est-à-dire qu'ils ont martelé quand même, nos chefs d'État, nous, ils ont martelé qu'il fallait qu'on puisse savoir ce qui se passe, qu'on puisse réviser tous les 5 ans les engagements et que l'on aide les pays qui en ont besoin. Donc voilà, c'est les 3 conditions. Ça, ce sera contraignant si possible. Ensuite, les engagements, il faudra les réaliser. Et ça manque. Il nous manque un système par lequel les citoyens, les Nations Unies, puissent vérifier tous les 10 ans, est-ce que vous avez fait ce que vous avez dit? Voilà, parce qu'il y a trop souvent des promesses et puis elles ne sont pas suivies des faits. Discours synthèse, Nicolas Châteauneuf. Oui, c'était intéressant parce que lorsqu'on écoutait donc les 3 intervenants, on voyait en fait qu'ils avaient à peu près tous les mêmes objectifs, heureusement. Ban Ki-moon est quand même un petit peu plus souple dans l'idée qu'il a d'un accord. On voit que voilà, il veut exactement, c'est un diplomate, il veut que la négociation avance. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a l'idée de l'urgence en fait qui revient dans les 3 discours. Et cette idée de l'urgence, elle est très importante. Je vous donne un exemple. Au rythme actuel des émissions, eh bien, au bout de 21 ans, l'objectif d'atteindre les 2 degrés sera hors de portée. Et l'objectif de 1,5 degré, c'est dans 6 ans. Cela veut dire que, en fait, les décisions doivent vraiment se prendre et les courbes doivent être infléchies dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et ça, c'est vraiment un point très important qu'ils ont rappelé, je pense. En régie, beaucoup de messages sur ce que nous avons dit sur Copenhague et sur le Danemark. Les gens nous font remarquer que, je disais tout à l'heure, Copenhague tend vers 0% d'émissions de gaz à effet de serre, ce que vous n'avez pas contredit. Les gens nous disent c'est faux, per capita, c'est-à-dire par tête, par habitant, le Danemark pollue beaucoup plus que la France. Alors est-ce qu'on peut expliquer un petit peu plus concrètement les choses? Alors la ville de Copenhague, elle s'est fixée comme objectif d'être neutre en carbone dans les prochaines dizaines d'années et elle met en œuvre toute une stratégie pour y parvenir. Et c'est un objectif ambitieux. D'un autre côté, le Danemark est un pays producteur d'énergie fossile. C'est aussi un pays qui continue à produire une partie de son électricité avec du charbon. Et donc les émissions par habitant au Danemark aujourd'hui sont plutôt dans la moyenne haute des pays européens, largement supérieures aux émissions par habitant en France. Voilà qui est rétabli. Merci. Merci Maryse. Moi je me posais une autre question, Lorraine Gublin. Le sommet est au Bourget jusqu'au 11 décembre prochain. Il y a un monde fou, des milliers de personnes vont se croiser dans les allées, dans les salles plénières, etc. Est-ce un sommet écolo? Que fait-on des bouteilles, des canettes? Comment circule-t-on? Est-ce qu'on jette des gobelets recyclables dans des poubelles idoines? Comment ça se passe? Un petit peu tout ça, Marie, en fait. C'est vrai que ici à la COP21, tout a été fait pour montrer l'exemple par des petits gestes écologiques. Alors la plupart des délégués se rendent au Bourget en transport en commun. Il y a donc des navettes gratuites en bus qui ont été mises à disposition depuis la gare du Bourget jusqu'ici. Pas besoin de prendre la voiture. Partout sur le site, on retrouve aussi des fontaines à eau reliées au réseau de la ville. Pas besoin d'amener sa bouteille en plastique. Derrière moi, dans les restaurants, on distribue des gobelets consignés. Vous l'utilisez et puis vous le ramenez. Il y a également des voitures électriques mises à disposition du personnel. Mais l'exemple le plus symbolique, c'est peut-être celui de cette salle plénière où l'on vient d'entendre Laurent Fabius s'exprimer. Cette salle saine, parce qu'il y en a 2, cette salle a été entièrement construite pour l'événement avec du bois français. Elle pourra être démontée après l'événement et reconstruite ailleurs. Des communes pourront par exemple l'utiliser comme une salle de sport. C'est un des exemples, mais on ignore encore qui a prévu d'acheter ce bâtiment.
Merci Lorraine. Une question pour nos invités. Comment faire changer les choses du quotidien, les usages de tout à chacun, c'est-à-dire nous, vous, on a toujours le sentiment que l'homme a un rôle très important à jouer au quotidien. Yann Arthus Bertrand, alors vous essayez de sensibiliser les consciences à tous ces sujets-là. On reparlera de Terra qui sera diffusée sur France 2 demain soir. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Est-ce que quand on n'utilise pas sa voiture, est-ce que quand on utilise des produits français, est-ce qu'on participe, à quelle hauteur participe-t-on au recul du réchauffement climatique? Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est formidable avec ce qui se passe, c'est que c'est une publicité incroyable pour ce qui est en train d'arriver. Donc tout le monde, voilà, on entend parler. Les politiques font leur boulot, et c'est leur boulot. Et à nous de faire le nôtre. Journalistes, en parlant, voilà, chacun, moi je fais des films, chacun peut faire quelque chose dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, l'architecte, le boulanger, et ça qui est intéressant. Et de toute façon, on a des politiques qu'on mérite, ils sont pas mieux que nous, courageux que nous, ils n'ont pas plus de vision que nous, et ils n'arriveront pas à nous imposer de faire quelque chose si on n'a pas envie de le faire. Donc c'est ensemble qu'on y arrivera. Et c'est ça aussi à quoi sert cette COP21. Moi je me dis, qu'est-ce que je fais moi? C'est ça qui est important. Il ne faut pas attendre que l'autre fasse quelque chose. Voilà, c'est cette prise de conscience profonde qu'on doit avoir au fond du cœur, voilà, en parlant d'éthique et de morale, voilà, qu'est-ce que moi je peux faire? Chacun fait ce qu'il peut. Alors Terra, ce sera diffusé demain soir sur France 2. Voilà, en parlant d'éthique et de morale, voilà, qu'est-ce que moi je peux faire? Chacun fait ce qu'il peut. Alors Terra, ce sera diffusé demain soir sur France 2 à 20h55, film que vous avez réalisé avec Michael Picciot. Vous avez mis en image finalement l'extraordinaire aventure du vivant, des premiers lichens jusqu'aux gigantesques forêts. Et vous filmez un monde qui est extrêmement fragilisé. Si on va un peu plus loin, on pourrait dire au bord de l'extinction, avec cette question, comment l'homme va-t-il pouvoir survivre? Ce minerai est rare sur Terre. Il sort ici de l'une des plus... Alors, c'est surtout un film sur la vie animale, hein, sur l'incroyable aventure de la vie qui est fantastique. Et surtout une espèce de... Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de la biomasse des mammifères, je vais faire très, très bref. Les mammifères, c'est l'homme, les animaux domestiques et les animaux sauvages. Écoutez bien ce chiffre. Aujourd'hui, on estime que la biomasse des mammifères sur la Terre, c'est environ 97-98% l'homme et ses animaux domestiques, ce qu'on mange. Les animaux sauvages n'en représentent plus que 2 à 3% de la biomasse des mammifères sur le monde. C'est inouï. Il n'y a plus que nous sur la planète. Il y a 7 milliards d'hommes. On est ensemble, on est en train de consommer la planète et on ne laisse plus de place pour les animaux sauvages. Et c'est-à-dire qu'ils vont totalement disparaître alors? Ils ne vont pas disparaître, ils sont encore là, mais ils sont dans des réserves africaines comme des zoos, on les voit à la télévision, on les voit, mais ils n'existent plus vraiment. Puis le grand prédateur, bien sûr, regardez le loup en France, l'ours en France, il n'y a plus que l'homme qui est sur la Terre. Tout est résumé, toute la situation, je dirais, résumée dans l'extrait qu'on vient de voir, avec ce brise-glace qui... Oui, c'est résumé, mais ça c'est à la fin du film. Au début, on essaie de d'imaginer ce côté extraordinaire de la vie animale, parce que c'est d'abord un film sur la beauté du monde. Voilà. Et tout a été compensé carbone, c'est-à-dire que tous les voyages avions, les voyages hélicoptères ont été compensés carbone solidaire. Avec la Fondation Good Planet, on donne des réservoirs de biogaz. On a déjà fait 3000 à des familles indiennes qui permet que ces gens puissent avoir de l'énergie gratuitement. C'est important de le dire. Regardez ces images, on peut peut-être les commenter, hein, Nicolas Châteauneuf. Oui, en fait, lorsque je regarde ces images, je pense évidemment aux ours polaires qui perdent leur territoire de chasse, parce que ce sont d'excellents nageurs, les ours polaires, mais enfin, à un moment donné, ils ont des limites physiologiques et ils ne peuvent plus chasser pour chasser les morses, etc., et leur nourriture. Mais ce qui est aussi intéressant, on voyait tout à l'heure les brise-glaces russes. On sait que les Russes sont ceux qui ont le plus de brise-glaces nucléaires. Les Canadiens également en ont un. Et en fait, la fonte de la banquise, ça excite également les appétits de tous les pays voisins de l'Arctique, puisque l'Arctique est un océan. Il y a beaucoup de ressources très intéressantes, surtout le pourtour arctique. Donc le réchauffement climatique est aussi un accélérateur de conflits potentiels et d'appétits géopolitiques, dont Étienne Lénart est beaucoup plus spécialiste que moi. Mais en tout cas, c'est vraiment aussi un accélérateur de conflits potentiels assez marquant. Qu'on prend souvent. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même que les solutions maintenant commencent à arriver, quoi. C'est ça qui est très important et qu'on ne le montre pas assez.
Je pense que pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, par exemple, elles considèrent que le modèle qui consiste à se servir dans la nature gratuitement pour ensuite faire des produits est terminé. Il faut payer maintenant. On ne peut pas se servir gratuitement, on ne peut pas envoyer gratuitement son gaz carbonique ou ses déchets dans l'atmosphère, donc ils commencent à le savoir. Ça, c'est très très important et ça peut changer le monde. Ensuite, il y a des tas d'inventions extraordinaires où les gens commencent à recycler le CO2. Au lieu de l'envoyer comme un déchet dans l'air, on le recycle, on le réutilise. Et par exemple, on peut refaire du carburant, on peut refaire des matières plastiques à partir du carbone, du gaz carbonique. Et comment est-ce qu'on attrape le CO2 dans l'atmosphère? Eh bien, pour l'instant, on l'attrape surtout à la sortie des usines quand il est concentré. Mais on peut le faire aussi comme un arbre dans l'atmosphère, mais comme il n'y en a pas tellement, même si c'est 400 parties par million, c'est plus difficile. Mais on commence à le faire. Moi, j'ai vu une usine le faire. Donc, j'ai vu des bactéries que l'on fait travailler pour récupérer le CO2. Donc, toutes ces petites inventions à droite à gauche, ces start-up, comme on les appelle, il va falloir les développer. Mais c'est là. Et donc, l'espoir est là. Valérie Masson-Delmotte? Je pense en fait qu'il y a deux volets. Il y a un volet de bon sens qui consiste à avoir un mode de développement soutenable. Et puis il y a aussi un volet d'innovation parce qu'une partie des solutions, ça dépend aussi de la recherche qui se fait aujourd'hui. Et ce sont deux facettes complémentaires. Les choses qu'on peut déployer aujourd'hui à grande échelle, dans sa vie quotidienne, au niveau des villes, au niveau des régions, au niveau des pays aussi. Et puis ensuite, le temps nécessaire pour trouver d'autres solutions qui ne sont pas aujourd'hui disponibles, mais qui le seront dans 10, 15, 20 ans. On a ces deux facettes-là qui sont complémentaires. À propos de deux facettes, alors justement, depuis plus de 20 ans, vous êtes ingénieur au commissariat à l'énergie atomique, qui depuis 2010 est aussi commissariat aux énergies renouvelables. Comment travaillez-vous justement? D'abord, quelles sont ces énergies renouvelables sur lesquelles vous travaillez au commissariat à l'énergie atomique? Et est-ce qu'il n'y a pas une petite schizophrénie justement dans votre travail d'ingénieur? Alors moi en fait je suis chercheur et je suis chercheur en sciences du climat. Mon travail il consiste à connaître, comprendre comment fonctionne le climat, en particulier en utilisant les grandes variations passées pour tester les représentations simplifiées du climat qui sont les seuls outils qu'on a par rapport aux évolutions futures. Et donc le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables mène aussi des recherches dans d'autres directions qui ne sont pas les miennes, autour de l'efficacité énergétique, autour de l'énergie solaire, qui est vraiment quelque chose dont l'évolution récente change la donne dans le paysage énergétique mondial, et puis également sur la recherche pour la production d'énergie nucléaire avec de nouvelles normes de sûreté. Ça fait aussi partie de ces missions confiées par le gouvernement à cet organisme. Lorraine Gublin au Bourget avec Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Vous, même si les négociations sont loin d'être terminées, vous le dites déjà, quoi qu'il arrive, il y aura un avant et un après Paris. Il y a eu